Bonjour à tous, on est super content de vous retrouver sur notre chaîne YouTube d'un autre regard. Aujourd'hui, on s'attaque à un autre gros morceau de la psychiatrie, on s'attaque au trouble bipolaire. Alors le trouble bipolaire, c'est une maladie de l'humeur. Donc globalement, pour simplifier, c'est une maladie qui va toucher les émotions. On va suivre un plan bien précis, comme la dernière vidéo. Tout d'abord, on va s'attaquer un peu aux clichés ou aux mythes sur le trouble bipolaire, histoire de les déconstruire. Ensuite, on parlera des symptômes, parce que c'est une symptomatologie qui est très riche. Ensuite, on essaiera de se poser une question, et cette question, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous, en tant que soignants, on a autant de mal à diagnostiquer le trouble bipolaire. Est-ce que c'est parce qu'on est des nuls ou est-ce que c'est parce que c'est compliqué? Et puis enfin, on essaiera de vous donner quelques références de la pop culture, que ce soit des films ou des séries, plutôt des choses qui sont assez vraies, assez justes. Donc voilà, donc on vous remercie encore de tous vos retours sur notre dernière vidéo, ça nous aide à progresser, mais sans plus attendre, général, générique. Sans plus attendre, on s'attaque du coup aux clichés sur le trouble bipolaire. Alors ces clichés sur le trouble bipolaire, ils sont assez nombreux et ils sont généralement très faux. Le premier auquel on peut s'attaquer, c'est le cliché sur les stars. On a énormément ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, de stars d'Hollywood qui ont été diagnostiquées bipolaires. Alors, avant d'aller plus loin et de déconstruire les mythes autour du trouble bipolaire, il me semble important de faire une petite précision, et c'est une petite précision au niveau du langage. En fait, il faut absolument que, quand on parle de quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire, on ne dise pas qu'il est bipolaire ou qu'il est schizophrène. Ça, c'est des choses que nous, on a envie de vous faire passer sur la chaîne parce que ça nous semble super important, parce que le fait de dire de quelqu'un qu'il est bipolaire ou qu'il est schizophrène, ça sous-entend un peu, à travers le langage, que cette personne, elle n'est que ça. Alors en fait, c'est complètement faux, parce que quelqu'un qui souffre de schizophrénie ou de trouble bipolaire, en fait, il est tout d'abord lui-même, et à certains moments de son existence, quand les troubles seront plus importants, il souffrira de l'humeur dans le trouble bipolaire ou de certaines choses dans la cognition vis-à-vis de la schizophrénie, mais c'est super important dans le langage de faire l'effort de dire quelques mots de plus pour essayer de déstigmatiser ça. Une fois cette petite précision faite, on peut s'attaquer aux mythes concernant le trouble bipolaire. Alors le premier mythe, moi, qui me vient à l'esprit quand on parle de trouble bipolaire et que j'ai envie de déconstruire, le premier, c'est vraiment la maladie de star. En fait, ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, on a eu beaucoup de stars dans la presse un peu people qui étaient diagnostiquées bipolaires. En tout cas, qui souffraient de troubles bipolaires. Et il me semble que c'est une bonne chose parce que ça a pu mettre un peu le trouble bipolaire dans le débat public. On a pu un peu en parler. Alors on en a souvent parlé de mauvaise manière, mais il semble aussi qu'il y a eu une sorte d'effet de mode, ou en tout cas que de souffrir d'un trouble bipolaire, ça aurait pu être cool, ça aurait pu faire de vous une star ou un acteur ou une actrice hyper connue. Et en fait, ça, c'est un peu à déconstruire, parce que probablement que ça a été un peu surdiagnostiqué chez certaines stars, probablement qu'il y a eu un effet de mode, et en fait, ça a absolument rien de cool de souffrir d'un trouble bipolaire, quoi. Ensuite, un deuxième cliché qui est important à déconstruire, c'est aussi le cliché d'une personne qui est changeante. Souvent, on entend dans les discussions un peu de bistrot, qu'on fréquente pas mal avec le général, mais quelqu'un qui est un peu lunatique, ou quelqu'un qui est un peu changeant, on va dire « Ah, il est bipolaire », et en fait, le trouble bipolaire, c'est pas du tout ça. On le verra avec les symptômes du trouble bipolaire, mais c'est absolument pas ça. Donc ça, c'est un peu les deux clichés du trouble bipolaire qu'il faut déconstruire. Avant d'aller plus loin, je voulais juste vous faire un tout petit historique du trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, c'est probablement l'un des troubles les plus vus en psychiatrie. C'est déjà décrit, le trouble bipolaire, dans l'Antiquité, voilà, les Romains, les Grecs en parlaient déjà. Et ils appelaient ça, eux, la folie circulaire. Alors, niveau déstigmatisation, les Grecs et les Romains, ils se posaient là, mais en fait, vu que c'est... Il parlait de folie circulaire parce que justement il y avait des phases, mais on y reviendra dans les symptômes. Ensuite, le trouble bipolaire a été appelé psychose maniaco-dépressive. Pareil, on se posait là au niveau de la déstigmatisation. Et pour arriver au nom actuel, le trouble bipolaire. Donc voilà pour ce petit historique, et sans plus attendre, on attaque les symptômes. Alors, pour parler des symptômes
du trouble bipolaire, il faudra diviser cette petite intervention en 2 phases. La première, c'est la phase dépressive, et puis on va en parler tout de suite. Et la deuxième, c'est la phase maniaque, et on en parlera juste après. La phase dépressive, c'est super important qu'on puisse en parler. Alors, on s'attardera pas trop sur la phase dépressive, parce que on fera très probablement une vidéo sur la dépression unipolaire. Alors, on distingue la dépression bipolaire et la dépression unipolaire, parce que la dépression unipolaire, c'est uniquement la dépression qui intervient en dehors du cadre du trouble bipolaire. Alors, pour parler de la phase dépressive, il y a 2 grands symptômes qui sont clés. Alors, je vous donne les termes techniques. Le premier, c'est la tristesse de l'humeur. Pas besoin de vous faire un dessin. La tristesse, tout le monde voit ce que c'est, parce qu'on l'a tous et toutes expérimenté. Et puis, le deuxième grand symptôme, c'est ce qu'on appelle l'anédonie. Donc, l'anédonie, ça veut dire une diminution ou une absence complète de plaisir à faire les choses. Pour vous donner un exemple, si moi je vais souffrir d'anédonie, j'adore moi jouer à des jeux, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de plateau, et en fait l'anédonie se traduirait par une absence de plaisir à faire ça, alors que d'habitude je prends énormément de plaisir à le faire, quoi. Donc ça c'est l'anédonie, et ça peut être plus ou moins complet, soit une petite diminution, soit une diminution complète. La dépression aussi, ça va altérer ce qu'on appelle les conduites instinctuelles. Alors les conduites instinctuelles, c'est nos conduites héritées de nos vieux cerveaux reptiliens et nos vieux cerveaux de mammifères, mais globalement, les conduites instinctuelles, c'est un trépied. Un trépied comme ça, comme ce que j'utilise pour porter mon appareil photo, c'est composé du coup de 3 pieds. Le premier de ce trépied, c'est le sommeil. Et le sommeil, dans la phase dépressive, il va être régulièrement altéré. Et c'est souvent des insomnies. Souvent une difficulté à s'endormir, des réveils nocturnes et des cauchemars. Et en fait, ça, c'est un symptôme qui est vraiment super chiant, et le manque de sommeil va engendrer, du coup, des difficultés d'adaptation, une fatigue, et qui va renforcer encore la tristesse de l'humeur. Ensuite, le deuxième pied de ce trépied, c'est l'appétit. Et souvent, dans la dépression, dans les phases dépressives du trouble bipolaire, cet appétit va être diminué. Il peut y avoir par moments des comportements de boulimie pour gérer le stress ou ces choses-là, mais souvent l'appétit va être diminué. Et puis le troisième pied de ce trépied, c'est la libido. Et souvent la libido va être aussi altérée, avec une diminution de l'envie de faire l'amour ou d'avoir des relations sexuelles. Et donc ça, c'est pas à badéliser non plus, parce qu'on sait bien que la sexualité, c'est quelque chose aussi d'important dans un couple, dans la vie de famille. Donc c'est vraiment important de ne pas oublier la libido aussi quand nous on pose les questions vis-à-vis du retentissement de la dépression. Mais je dirais plus encore que tout ça, la dépression c'est aussi un filtre un peu noir qui va entraîner une obscurité dans toutes nos réflexions, dans toutes nos cognitions, dans toutes nos affects. En gros, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que la dépression, c'est comme un filtre noir qu'on mettrait sur une fenêtre, et en fait, tout ce qu'on va recevoir de l'extérieur va être perçu comme négatif, et tout ce qui va sortir de nous va être aussi teinté d'obscurité, de choses négatives. Et en fait, ça va altérer même l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes. Et souvent, les personnes qui souffrent de dépression dans le cadre du trouble bipolaire, elles vont avoir une image d'elles-mêmes qui va être altérée, où ils vont se trouver nuls, où ils vont penser qu'ils n'ont aucune capacité, qu'ils n'arrivent plus à rien faire, qu'ils n'ont plus les ressources suffisantes. Et ça, en fait, c'est super dur, et je dirais même que c'est des fois encore plus dur à supporter que la diminution du plaisir ou la tristesse de l'humeur. Parce que vraiment, on voit tout de manière négative, et c'est quelque chose qui est très difficile à supporter. Et c'est souvent ce qu'on voit quand on peut être en entretien avec des personnes qui souffrent de troubles bipolaires, qui sont en phase dépressive. Et bien en fait, voilà, tout va être négatif, tout va être source de difficultés. L'image qu'ils vont avoir d'eux-mêmes va être déplorable, parce que souvent, les phases dépressives, on peut ou pas de raison extérieure, et ça c'est super dur pour quelqu'un, quoi, de se rendre compte que, en fait, il n'y a pas vraiment de raison pour aller mal, mais on va quand même mal, quoi. Et donc le fait d'être stigmatisé, souvent l'attitude des proches ou des personnes extérieures, c'est de dire quand on est en phase dépressive, faut se bouger le cul, faut se mettre un coup de pied aux fesses, tu vas voir, ça va aller, c'est en faisant les trucs que ça va aller mieux. Et en fait ça c'est méga dur à entendre pour les personnes qui sont en phase dépressive, parce que en
En fait, elles font déjà tout ce qu'elles peuvent pour essayer d'aller mieux, quoi. Et s'il suffisait juste de se mettre un coup de pied au cul pour aller mieux, bah en fait, ça ferait longtemps que le général serait au chômage, et moi aussi, quoi. Donc, la phase dépressive, c'est vraiment quelque chose de très abrasif et très difficile à supporter, mais on y reviendra plus en détail sur notre prochaine vidéo, enfin, en tout cas, une de nos prochaines vidéos consacrée à la dépression. Maintenant, on va s'attaquer à la phase maniaque. Alors, la phase maniaque, qu'est-ce que c'est? Maniaque, ça veut pas dire je vais tout ranger, je fais hyper gaffe à la propreté, non, c'est vraiment différent, non, rien à voir. En fait, la phase maniaque, c'est une phase un peu inverse de la phase dépressive. C'est-à-dire qu'au lieu d'éprouver de la tristesse, on va plutôt éprouver une joie intense, une excitation importante, voire même une exaltation. L'exaltation, c'est vraiment, on est exalté, on a beaucoup d'énergie, on se voit beaucoup plus fort que l'on est, voilà, mais on y reviendra un peu plus en détail. Alors, il va y avoir une accélération, ou tout du moins dans cette phase maniaque, une agitation psychomotrice. C'est-à-dire que les gens ils vont avoir beaucoup d'énergie à dépenser. En fait, ils vont être agités, ils vont parler plus vite, c'est ce qu'on appelle la tachyphémie, ils vont réfléchir plus vite, la tachypsychie, et en fait, en entretien, ça va se traduire par ça. Donc c'est quelqu'un qui va parler très vite, qui va avoir beaucoup d'idées différentes, parce qu'en fait ça fuse de tous les côtés, donc il va passer du coq à l'âne, il va parler d'un sujet puis d'un autre. Ensuite, au niveau aussi de la présentation, les gens ils vont se présenter d'une manière assez particulière. C'est-à-dire que vu qu'ils éprouvent une joie intense, et qu'en fait ils ont plus confiance en eux, en fait ils s'habillent avec moins de normes sociales, en fait. Pourquoi moi je mets juste un t-shirt et pas un autre truc qui me plairait plus, un peu exubérant? Parce que je vais avoir un peu peur que les autres me jugent, que le général se foute de ma gueule. Et en fait, les personnes qui souffrent de troubles bipolaires en phase maniaque, eh ben, elles vont être beaucoup moins sensibles au regard des autres. Donc elles vont pouvoir s'habiller comme elles ont envie. Donc moi, je pourrais, si j'étais en phase maniaque, mettre mon bandana, ma chemise à fleurs, une petite boucle d'oreille, une grosse chaîne en or. Et donc on voit souvent ça, quoi. Ce sera assez facile, dès le premier contact, de voir que y a quelque chose qui ne va pas, ou en tout cas, il y a un truc qui est un peu en trop, quoi. Ensuite, il faut qu'on parle du trépied instinctuel. Alors, on en a parlé pour la phase dépressive, il faut qu'on en parle pour la phase maniaque. Et en fait, ça va être quasiment en miroir. C'est-à-dire que le sommeil, on va avoir une diminution du temps de sommeil, pas parce qu'on n'arrive pas à s'endormir, mais en fait parce qu'on n'a pas besoin, quoi. En fait, on est juste trop bien, on a trop de trucs à faire, il n'est pas question de dormir, quoi. Donc en fait, les gens, souvent, ils dorment très peu, et en fait, ils n'ont pas besoin, ils ressentent pas trop la fatigue. Et donc ça, c'est souvent un des prodromes. Ouais, c'est pas faux. Alors, prodrome, c'est souvent les signes un peu avant-coureurs. C'est le terme technique pour dire, voilà, c'est le symptôme qui va quasiment venir en premier. Donc souvent, les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, quand elles ont un bon insight... Ouais, c'est pas faux. L'insight, c'est la capacité de lire en soi. Quand elles voient qu'elles font une nuit blanche, une deuxième nuit quasi blanche, eh ben, c'est souvent le début d'une phase maniaque, donc elles sont très vigilantes, elles vont voir rapidement leur psychiatre ou les infirmiers en psychiatrie pour être aidées, peut-être reprendre un traitement, ou en tout cas pour gérer cette phase maniaque. Ensuite, on a l'appétit. Et l'appétit, en fait, c'est un peu variable vis-à-vis de la phase maniaque. Soit on va avoir une augmentation très importante de l'appétit, où on va manger énormément, très rapidement, ou au contraire, en fait, comme le sommeil, on n'a pas besoin, quoi. En fait, je suis trop bien, j'ai pas besoin de perdre du temps à manger, quoi. Et la dernière chose, c'est la libido. Et la libido, c'est un gros souci, parce que ça va, dans les couples, ça va poser de gros problèmes. Parce qu'en fait, quand on est vraiment hyper bien, on a une augmentation de la libido, et en fait, il arrive fréquemment qu'il puisse y avoir des relations extra-conjugales. Pas parce que les gens qui souffrent de troubles bipolaires sont plus infidèles que les autres, mais en fait, vous comprenez que vous êtes genre trop bien, quoi. En fait, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, en tout cas, c'est votre cerveau qui vous fait croire ça, que de toute façon, c'est pas très grave, et puis que les choses pourront s'améliorer, et puis qu'en fait, vous êtes un peu esclave de vos émotions, quoi. Et en fait, on a fréquemment ces choses-là. Alors, moi, par exemple, j'ai pris en charge plusieurs personnes, je pense notamment à une personne, qui, pendant sa phase maniaque, avait eu des relations avec, en une nuit, 3 partenaires différents. Et en fait, une fois que la phase maniaque était retombée, elle s'est rendue compte, elle aimait son mari, elle avait des enfants, elle souhaitait, ça lui était jamais arrivé,
mais elle comprenait pas pourquoi elle avait fait ça, quoi. Et en fait, ça, c'est hyper destructeur pour les proches, parce que les proches, ils sont pas censés être au courant que c'est quelque chose qui est plus fort que soi et sur lequel on peut pas faire grand-chose. Et donc ça, c'est hyper destructeur pour les familles. Donc la personne que j'avais pris en charge, qui était effondrée, quoi, en se disant, j'ai mis mon couple en danger, puis elle-même savait pas que c'était pas vraiment de sa faute. Donc voilà, ça c'est très destructeur, l'augmentation de la libido, et ça nous amène à un autre point vis-à-vis de la phase maniaque, c'est les prises de risques. Et en fait, dans la phase maniaque, étant donné qu'on est trop bien, on va prendre des risques, parce qu'en fait, il peut rien nous arriver, on peut tout contrôler, quoi. Donc de la même manière, moi j'avais quelqu'un qui roulait à 160 sur la départementale, sans ceinture ni rien, parce qu'en fait, tout est sous contrôle, quoi. On est trop bien, il peut rien nous arriver, c'est trop génial, je contrôle tout, voilà. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui meurent d'accidents en phase maniaque, parce que, en fait, c'est qu'une illusion. L'attention est altérée, et il y a plein de choses qui sont altérées, et en fait, on se met en danger. Donc il y a le danger vis-à-vis de la conduite automobile, il y a le danger vis-à-vis aussi de la sexualité. Certains patients qui se mettaient en danger en phase maniaque parce qu'au niveau de la sexualité, comme il ne pouvait rien leur arriver et que c'était trop cool, ils faisaient un peu n'importe quoi. Et donc ils avaient des relations sexuelles non protégées, ils pouvaient se mettre en danger parce qu'on peut tomber aussi sur des gens malveillants qui vont profiter de ça. Donc ces risques-là, ils ne sont pas du tout à minimiser et c'est ce qui fait vraiment la dangerosité vis-à-vis de la phase maniaque. Et enfin, ils peuvent se mettre aussi en danger financièrement. Nous, une des premières choses qu'on fait quand quelqu'un est hospitalisé en psychiatrie pour une phase maniaque, c'est généralement de lui retirer son téléphone, parce qu'il va y avoir des achats compulsifs, des achats, en fait c'est pas grave, l'argent ça se trouve, c'est pas important, et en fait les gens ils achètent un peu tout et n'importe quoi. Donc j'avais un exemple, un patient qui commençait à souffrir d'une phase maniaque. Alors voilà, il était insomniaque, il était agité, il était exalté, et puis il s'est dit, mais en fait ma tondeuse elle est un peu foutue, ce que je vais faire c'est que je vais en acheter une autre. Mais en fait au lieu d'en acheter une autre, il en a acheté 3, dont 2 tracteurs qui coûtaient au moins 15 000 €, et alors qu'il avait, si vous voulez, un tout petit jardinet, quoi. Et en fait voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver où les gens se mettent en difficulté financière, et une fois que la phase maniaque est passée, retour entre guillemets un peu à la réalité, et en fait c'est super dur parce qu'on s'est mis en danger au niveau familial, au niveau social, au niveau financier. Et puis aussi, vis-à-vis de l'image de soi, c'est l'inverse de la dépression, quoi. En fait, on se voit beaucoup plus beau que l'on est, quoi. Autant la phase dépressive, on se voit moche, nul, incapable de faire quoi que ce soit, et là, c'est complètement l'inverse. Maintenant, il nous reste à parler un peu de la temporalité. La temporalité du trouble bipolaire, c'est vraiment hyper important d'en parler. En fait, si on fait un petit graphique, alors le général va faire aussi des miracles, si on fait un petit graphique du trouble bipolaire dans la vie de quelqu'un, en fait, ça va être une ligne, donc la ligne de l'humeur. Il va y avoir par moment des phases dépressives, par moment des moments où il ne se passe rien, et de temps en temps, une phase maniaque. Et en fait, ces phases, à la fois dépressive et maniaque, elle dure au moins plusieurs jours. En fait, ce schéma-là ne se fait pas chaque jour. Et ça, c'est hyper important de le dire. Ou se met même pas ça plusieurs fois par jour. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est plusieurs mois. Donc, voilà, vous allez suivre mon doigt, là, ça fait déjà plusieurs mois. Hop, on va faire une phase maniaque sur quelques jours à quelques semaines. On va revenir à la normale, plusieurs mois, voire plusieurs années. On va faire une phase dépressive pendant plusieurs mois. On va revenir à la normale pour plusieurs mois, et puis on pourra à nouveau faire d'autres phases. Et ça, c'est hyper important à dire, parce qu'en fait, la grande majorité du temps, les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, elles sont en état d'équilibre. Et donc, c'est important, parce que quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires, s'il est bien équilibré, il peut avoir une vie complètement normale. Et donc, c'est des symptômes qui se manifestent vraiment pas tout le temps. Une fois qu'on a parlé justement de cette temporalité, il est temps pour nous de répondre à notre question que j'avais formulée dans l'introduction. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que le trouble bipolaire, c'est quelque chose qu'on diagnostique mal. Alors, il y a plusieurs choses. La première, on diagnostique mal le trouble bipolaire parce qu'on passe souvent à côté des gens qui souffrent de phase maniaque ou hypomaniaque. Quand je vous ai parlé de la phase maniaque, ça c'est le développement complet de la pathologie. Mais il peut y avoir des formes maniaques un peu atténuées, d'où le terme hypomaniaque, hypo moins, donc un peu moins maniaque.
Et ça, en fait, on passe souvent à côté parce que les personnes, elles consultent pas. Mais il n'y a aucune raison qu'elles consultent. En fait, pour elles sont juste trop bien, quoi. C'est trop cool d'être hippomane. Mais c'est trop cool pour soi. Pour les autres, c'est super destructeur. Et en fait, c'est trop cool sur le moment. Mais quand on va redescendre, on va se rendre compte qu'en fait, on a fait plein de conneries et on s'est mis en danger sur plein de trucs. Donc ça, c'est la première chose, parce que souvent, les phases un peu diminuées maniaques, nous, on les voit rarement en entretien. En fait, les gens viennent pas spontanément. Et en fait, c'est quelqu'un qui est hypomaniaque, globalement. Dans la famille, ça peut passer pour quelqu'un qui est super en forme. Et puis chez les copains, un pote qui est hypomaniaque, c'est genre trop l'éclate, quoi. On va au bar, il nous fait rigoler tout le temps, il est surexcité, il sort plein de conneries, c'est toujours le premier à faire par bravade certains trucs que personne n'ose faire. Et donc, il y a toujours un peu cette image-là, ce truc cool, et donc les gens viennent rarement consulter pour des phases hypomaniaques. Donc on a vu que quelqu'un qui fait une phase hypomane, en tout cas qui est hypomaniaque, viendra peu aux soins parce que ça passera juste à la limite. Par contre, quelqu'un qui fera une vraie phase maniaque, ses proches verront une rupture complète avec l'état antérieur, verra que c'est pathologique et donc viendra aux urgences psychiatriques consulter. Ça, c'était la première difficulté, la première raison pourquoi on diagnostique mal le trouble bipolaire. La deuxième, ça vient secondairement à la temporalité des troubles. C'est-à-dire que quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire, il peut faire pendant des années et des années des phases uniquement dépressives. Et en fait, on va traiter cette personne pour une dépression. Parce que s'il n'a jamais fait de phase maniaque avant, ou hypomaniaque, on ne pourra pas savoir que ces phases dépressives, elles sont dans le cadre d'un trouble bipolaire. Ce serait un peu abusé de dire qu'on est nul, mais nous, on recherche toujours une phase maniaque passée. Dès que quelqu'un vient pour une consultation et qu'il y a des symptômes dépressifs, on recherche toujours dans le passé s'il y a une phase maniaque. Mais c'est des questions qui sont difficiles à poser. Parce que des fois, dans la vie, on peut tous un peu fluctuer, avoir des moments où on se sent mieux, des moments où on se sent un peu moins bien. Et donc c'est assez difficile de pouvoir communiquer autour de ça et de savoir si les personnes ont réellement fait une phase hypomaniaque ou maniaque dans le passé. Et donc tout ça fait que, à la fois, les gens viennent pas trop en consultation pour les phases hypomaniaques, et le fait que si quelqu'un fait uniquement des phases dépressives et pas de phase maniaque, alors qu'il souffre en réalité d'un trouble bipolaire, ça aboutit à un retard diagnostique de 10 ans. En gros, entre les premières manifestations de la maladie bipolaire et le diagnostic posé par un médecin, il y a 10 ans de retard. Et ça, c'est une perte de chance considérable pour les personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Donc c'est important pour nous d'en parler, pour éviter ce retard diagnostique. Je tenais aussi à vous présenter l'association, une des associations qui s'occupe des personnes qui souffrent de troubles bipolaires et des proches, c'est l'association Argos 2001. Normalement, il y a une antenne un peu dans chaque région. Nous, on a l'antenne de Franche-Comté. On collabore régulièrement du coup avec cette association, le Général et moi. Donc voilà, c'était pour faire un peu de pub parce qu'ils font vraiment du bon boulot. Il y a aussi quelque chose qu'il faut mentionner, c'est que récemment, il y a des centres experts vis-à-vis du trouble bipolaire qui ont été mis en place. Donc si jamais il y a des médecins généralistes qui nous regardent ou d'autres professionnels de santé, s'il y a un doute vis-à-vis d'une symptomatologie psychiatrique, vous pourrez toujours demander l'avis du centre expert bipolaire. Donc ça, c'était important à dire. On fait un peu de la pub pour les associations et les centres experts. Ensuite, il nous reste un peu dans une dernière partie de la vidéo à vous donner quelques exemples intéressants vis-à-vis du trouble bipolaire dans la pop culture. Alors, ces exemples, il y en a plein. Alors moi, je suis pas du tout cinéphile, donc c'est le général qui m'oblige à parler de films, mais en tout cas, il voulait vous parler du film Happiness Therapy, qui est un super bon film, qui est vraiment drôle, qui est vachement sympa. Alors, moi je l'ai pas vu, mais c'est le général qui m'a dit de dire ça, mais en tout cas qui est assez représentatif aussi des symptomatologies dépressives ou des symptomatologies maniaques. Donc c'est plutôt un bon film et ça a l'air d'être plutôt véridique.
Ensuite, on peut parler de la série télévisée Homeland. Alors ça, par contre, je l'ai vu. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors, le trouble bipolaire du personnage principal sert à peu de choses. Voilà, ça aurait pu se faire sans le trouble bipolaire. Mais c'est quand même intéressant, c'est plutôt cool qu'on puisse en parler, que l'héroïne puisse souffrir d'un trouble bipolaire, ça c'est plutôt cool. Après, moi j'ai quelques réserves vis-à-vis des phases maniaques qui sont filmées dans la série. Alors, au niveau de la gestuelle, au niveau de l'incarnation, je trouve ça plutôt cool. Mais après, dans la série, le personnage principal, quand elle est en phase maniaque, et ben en fait elle trouve des solutions à tout, quoi. Et en fait, dans la réalité, c'est un peu différent parce qu'il y a une désorganisation importante, on a du mal à réfléchir clairement, et c'est rare qu'en fait, on soit très performant en phase maniaque. En fait, c'est plutôt une agitation qui est plutôt stérile et au niveau intellectuel, bien que les idées aillent vite et qu'on ait plus de capacité, la désorganisation fait que on a du mal en fait à suivre un raisonnement et à trouver des choses. Moi, j'aimerais vous parler d'une autre chose, alors c'est plus difficile d'en parler, et j'en suis pas certain, mais quand j'étais ado, ou en tout cas jeune adulte, moi je lisais beaucoup de romans de Jack Kerouac, et Jack Kerouac, j'ai toujours suspecté qu'il souffrait d'un trouble bipolaire, parce que il y a certaines phases de sa vie où il est complètement exalté, complètement surexcité, où il a plein d'énergie, il dort pas. C'est l'exemple par exemple de Sur la route, le roman de Jack Kerouac, qu'il a écrit en 7 jours à la machine à écrire, sans manger et sans dormir. Et puis il y a d'autres livres, comme par exemple Les Clochards Célestes, où c'est vraiment une description des symptômes dépressifs. Donc, moi j'imagine que Jack Kerouac devait peut-être souffrir de troubles bipolaires, mais j'en suis pas certain. À vous de vous faire l'idée si vous souhaitez lire ces livres. Voilà, on arrive au bout de notre vidéo sur le trouble bipolaire. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Surtout, continuez avec les critiques constructives. Nous, ça nous aide beaucoup. On a fait l'achat d'un micro, donc j'espère que le son sera de meilleure qualité. On a un peu pimpé la bibliothèque. Donc voilà, on était super contents. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et puis on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo.